Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où on va faire une analyse du livre Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est un best-seller américain que beaucoup d'entre vous avez déjà certainement lu, qui parle du coup de l'intelligence financière. Donc je l'ai lu en anglais, mais la plupart des leçons du coup que j'ai pu tirer, je les ai traduites et je vais les exprimer du coup durant ce podcast. Je vais également apporter ma valeur ajoutée, ce que j'en ai tiré, comment je l'interprète. Et je vais également inventer des petites histoires pour que vous ayez plus facile à visualiser toutes les leçons qui sont expliquées dans ce bouquin. Donc, une des premières phrases qui m'a beaucoup marqué dans le bouquin, c'est Can you make a better burger than McDonald's? Donc, est-ce que tu peux faire un meilleur burger que McDonald's que j'ai interprété comme est-ce que tu peux faire un burger qui fait plus de ventes que celui que McDonald's? Évidemment, non. Pourquoi est-ce que McDonald's vend autant de burgers? Parce qu'il y a le concept du McDrive, parce que ils ont réussi à créer une image de marque très forte, parce qu'il y a eu un gros budget marketing, parce qu'il y a une promesse de servir un burger très rapidement depuis des années. Et la leçon à tirer du coup du fait que McDonald's soit aussi fort dans tous ces domaines-là, c'est parce que il y a du coup certaines compétences qui ont beaucoup de valeur sur le marché et qui peuvent être utilisées partout, qui sont le fait d'avoir des compétences dans la communication, l'écriture, le fait de parler, de faire des podcasts par exemple, le fait de négocier également. Toutes ces compétences-là, les compétences de marketing également, les compétences de concept fort avec une demande qui est très haute, mais une offre qui n'est quasiment pas présente. En fait, tous ces compétences-là, ce sont des compétences qui ont beaucoup d'importance. C'est-à-dire que le fait de pouvoir communiquer avec les gens, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Le fait de pouvoir mettre en valeur ce qu'on crée, le fait de pouvoir créer une offre par rapport à une demande qui est forte, c'est quelque chose qui est vraiment très importante. Les opportunités, du coup, arrivent et partent et il faut savoir les saisir. Et je ne sais plus qui est le CEO au départ de McDonald's, mais cette personne-là, en tout cas, a su le saisir. Et la chose qui est importante, c'est pas est-ce qu'on arrive à faire un meilleur burger que McDonald's, parce que techniquement, si tu prends 25 minutes chez toi à essayer de faire un meilleur burger, tu y arriveras peut-être en mettant certaines choses si tu es fort en cuisine, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que tu arriveras à faire plus de ventes que cette grosse boîte américaine. Et il y a très peu de chances, voire aucune, que tu y arrives, étant donné que c'est un modèle bien ficelé. D'ailleurs, le plus gros business de la boîte McDonald's, ce n'est pas le fait de vendre des burgers et des frites, mais l'immobilier. Pourquoi? Parce que, en fait, McDonald's a un système de franchise où il y a des franchisés qui vont utiliser du coup l'image de marque de McDonald's pour vendre les burgers, mais la propriété des murs de chaque McDo est possédée par McDo et c'est de cette façon qu'ils font leur business. Donc la leçon du coup à tirer de cette histoire, c'est que ce n'est pas seulement ce que tu vois et ce que tu espères de faire mieux, il y a également plein de compétences qui sont super importantes pour essayer de réussir quelconque business. Je vais partir maintenant sur la dualité du coup entre les pères, le père riche et le père pauvre du coup dans l'histoire de Robert Kiyosaki. Donc comme quoi les deux pères lui ont permis d'avoir une vision différente, d'avoir deux points de vue du coup sur ses finances. Notamment, du coup, le père riche, il n'avait pas forcément fait de grosses études, il a saisi les opportunités là où il les a vues, il a pris des risques, il n'a pas essayé de se sécuriser, il a pris des risques pour essayer d'avoir un rendement plus haut, pour essayer de créer des choses, pour essayer de passer à l'action, etc. Alors que le père pauvre, donc qui est plutôt du coup dans la moyenne classe, il a réussi à faire des grandes études, il a chopé un boulot, il n'a pas essayé de faire des choses entrepreneuriales comme le père riche, et du coup il est bloqué entre guillemets dans un job où il est obligé de travailler euh, pour une boîte qui ne lui plaît pas forcément, mais il lui dit
Euh, Par exemple, une des phrases qui est très marquante, c'est que le père pauvre va lui dire euh, je ne peux pas faire cela, par exemple acheter une nouvelle voiture de sport ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment faire cela, alors que le père riche va plutôt lui dire comment est-ce que je peux faire cela. Dans le sens, rien que la tournure de la phrase est super importante, parce que dans ces tournures de phrases-là, il y en a un qui a espoir et il y en a un qui est déjà dégoûté, qui est déjà dépité. Les deux personnes, du coup, autant le père riche que le père pauvre, pourquoi est-ce que Robert Kiyosaki a eu un père riche et un père pauvre? C'est peut-être quelque chose d'important à expliquer. Il avait son père pauvre qui est son père à lui, son père biologique, qu'il a mis au monde, etc. Et il y a son père riche, en fait, une sorte de... C'est le père, en fait, de son meilleur ami lorsqu'il était petit. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il va beaucoup se renseigner auprès de lui parce qu'il voit que lui, il a une vision différente que son père biologique. Et ça va être un petit peu un père de substitution. Et il va un petit peu avoir les deux et contraster le point de vue des deux. Voilà. Les deux hommes, du coup, étaient charismatiques, avaient de l'influence et étaient forts mentalement. Mais les deux avaient une vision des finances totalement différente, ce qui fait que l'un a très bien réussi dans l'entrepreneuriat et l'autre restera employé toute sa vie. Il y en a un, du coup, oui, ça c'est ce que j'ai expliqué, du coup, le père pauvre, il a fait ses études à Chicago et l'autre était éduqué intelligemment. Et du coup, l'une des morales qui dit à la fin, c'est qu'il y en a un qui va laisser des dizaines de millions de dollars lorsqu'il va mourir, alors que l'autre va laisser des factures impayées. C'est un petit peu un concept impactant qu'il dit dans son livre pour essayer de, bah, du coup, impacter ses lecteurs, etc. Et je trouve ça très intéressant. Du coup, l'une des phrases qui est très marquante également de ce livre, c'est Study hard so you will have a good company to work into, and study hard so you will have a good company to buy, and work hard plutôt. Donc, étudie beaucoup, étudie dur, étudie dur, du coup, c'est pas le bon terme, mais étudie beaucoup, et arriveras à avoir une bonne entreprise pour laquelle travailler, et travaille beaucoup et tu auras une entreprise que tu pourras racheter, une bonne entreprise que tu pourras racheter. Donc c'est totalement deux visions de la vie très différentes, deux visions des finances très différentes, où il y en a un qui veut travailler pour une entreprise toute sa vie et l'autre qui veut en racheter et grossir le plus possible. Donc évidemment, dans Rich Dad Poor Dad, il nous indique comme quoi ben, la meilleure stratégie pour réussir à être libre financièrement, c'est de suivre la personne qui veut racheter des choses, qui veut entreprendre des choses et qui veut toujours aller plus loin et investir, etc. Je vais vous raconter une petite histoire du coup et après en tirer des leçons. Donc dans le village d'Evergreen, la jeune Mia recherchait la sagesse auprès du doyen du village, le vieux Léo. Le vieux Léo, donc, il va vers Mia et il lui dit, alors, moi, au départ, je voulais la maison la plus haute possible dans les Alpes. Donc, le vieux Léo, c'est un vieux italien. Il est là, il est dans le village d'Evergreen, ça fait pas du tout italien, mais c'est pas grave, vous avez compris vous allez comprendre la symbolique par la suite. Donc, il voulait absolument construire sa maison la plus haute, du coup, dans les Alpes. Il voulait la construire à 3311 mètres d'altitude. Et du coup, il a essayé de construire sa maison. Sa maison s'est malheureusement écroulée parce que c'est très dur de construire des maisons à cette hauteur-là. Il n'avait pas bien calculé ses plans, elle s'écroule. Il va réessayer de la faire, les plans sont pas ouf, elle s'écroule. Il va essayer de la faire, hop, il y avait un truc qui s'est fissuré en dessous, elle s'écroule. Et il va faire ça jusqu'à 8 fois. Et la grande majorité des gens auraient abandonné la première fois, voire abandonné la deuxième. Puis une petite minorité ce qui serait encore là, aurait abandonné la troisième, la quatrième. Et lui, il a été jusqu'à aller essayer de reconstruire cette maison, donc à une haute altitude, ce qui représente un grand défi architectural. Il va retenter de la construire 8 fois. Et finalement, il va y arriver. Et ça va être une mentalité que je pense qui est très très importante d'avoir, à savoir toujours essayer, toujours réessayer, réessayer, réessayer. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Parce que si tu essayes de commencer un business, de commencer une démarche entrepreneuriale ou quoi que ce soit, et que tu abandonnes au premier coup de
coup de mou que tu as, au premier mur que tu te prends dans la gueule, bah, à ce moment-là, tu vas pas réussir et tu vas abandonner, tu vas te dire ok je suis employé toute ma vie, machin, ou ok j'aurai pas cette maison, je vais construire une plus basse, alors que lui son objectif c'était vraiment d'avoir la plus haute possible. Et il a réussi. Et du coup, Mia, donc la, la femme qui l'écoutait, elle va réfléchir par rapport à tout ce que le vieux Léo lui a dit. Et elle va en tirer des conclusions, à savoir tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Donc c'est une phrase assez impactante qui dit également du coup dans le livre de Robert Kiyosaki. Donc tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. La phrase, vous pouvez en déduire plein de choses, à savoir tout le monde veut réussir à avoir une maison comme ça, une voiture comme ça, une femme comme ça, des amis comme ça. Tout le monde veut plein de choses avec beaucoup de valeur, mais personne ne veut, enfin la grande majorité des gens, ne veulent pas mettre la main à la pâte et aller travailler pour les choses pour lesquels ils veulent réussir tout simplement. Ils veulent une grosse maison, mais ils vont pas prendre de risques pour essayer de faire des projets, pour en avoir une deuxième, une troisième, de vacances, etc. Ils veulent une grosse voiture, mais ils veulent rester avec leur salaire sans aller prendre de risques, sans aller essayer d'investir, etc. Ils veulent une belle femme ou un bel homme, et ils ne vont pas essayer d'aller parler à cette fille cette soirée-là, alors qu'ils la trouvaient belle et ils l'ont regardée toute la soirée, mais ils n'y ont pas été. C'est vraiment oser faire les choses. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes à tirer de cette histoire. Le vieux Léo, il a vu que sa maison est tombée, il a recommencé, il a recommencé, il a recommencé, et il a osé continuer à la faire. Une des phrases qui est également très impactante, c'est: je n'ai jamais rencontré un golfeur qui n'a jamais perdu une balle. Tous les golfeurs ont déjà perdu une balle. Tous les golfeurs professionnels, etc., qui ont fait des compètes et des compètes et des compètes, à force de shotter, bah, parfois la balle, le vent, elle part dans des buissons, etc., introuvables. Et ces golfeurs-là, ils ont tenté de faire ce coup-là. Ils ont tenté d'essayer d'approcher la balle le plus proche du trou. Et malheureusement, bah, elle a fini dans un buisson, etc. Mais il faut savoir prendre des risques et il faut savoir qu'il y a des risques à prendre si on veut essayer de faire des grandes choses dans la vie, qu'il faut porter ses couilles et qu'il faut y aller. Si tu... Et du coup, il y a vraiment une morale également de persévérance. C'est-à-dire que si tu persévères, si toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tu essayes de faire quelque chose pendant X heures, au final, tu vas y arriver. Et si la première semaine, ça fonctionne pas, ici le premier mois, ça fonctionne pas, ici la première année, ça fonctionne pas, mais que tu veux absolument réussir cet objectif, pas là et pas un autre, eh ben, tu persévères, tu recommences, tu continues, tu essaies de créer des habitudes par rapport à cette situation et tu vas réussir à faire des grandes choses. La plupart des personnes, la raison pour laquelle ils ne réussissent pas à avoir une intelligence financière, c'est parce que la peur de perdre son argent est plus importante que le fait de la gagner. Si on va vers une centaine de personnes et qu'on leur dit, OK, là vous êtes obligé de faire cette chose-là, vous pouvez risquer de perdre 100, mais avec 20% donc avec 80% de chances de perdre 100, mais 20% de chances de faire 1 fois 10, la plupart des gens ne vont pas essayer de faire ce pari-là. Alors que si vous allez vers eux et que vous leur dites, OK, vous avez 80% de chances de garder vos 100 ou 20% de chances de les perdre, mais vous pouvez potentiellement faire un multiplicateur, la plupart des gens ne vont pas participer parce que la peur de la perte est plus grande que l'appât du gain. Donc ça, c'est quelque chose de psychologique, il y a vraiment plein d'études qui ont été démontrées là-dessus, etc. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne passent pas à l'action. Les gens ne passent pas à l'action dans l'immobilier parce qu'ils ont peur d'avoir des vacances locatives, parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes par rapport à leurs travaux, parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes par rapport à leurs prêts. Et du coup, ils passent jamais à l'action et au final, ils achètent rien et ils restent locataires toute leur vie. Et bah, du coup, voilà, c'est vraiment une leçon à tirer qui est vraiment très importante. Il faut persévérer, faut y aller et il faut que on se rende compte que si on laisse son argent sur un compte en banque, à cause de l'inflation, votre argent perd de la valeur tous les jours et qu'il faut absolument que vous l'investissiez pour essayer de faire grossir cet argent
et espérer pouvoir faire un rendement par la suite et ne pas rester bras croisés et se faire bouffer par la société. Et quelque chose qui est vraiment de ce dont on a parlé également avec Mpoulou lors de l'épisode, c'est que être fauché, c'est provisoire, alors qu'être pauvre, c'est éternel. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité. La plupart des gens, quand on qualifie quelqu'un de pauvre, ce n'est pas seulement qu'il n'a pas d'argent à ce moment-là, c'est que il, euh, il a une mentalité de personne qui ne veut pas investir, qui ne veut pas prendre de risques, qui veut rester les bras croisés, qui ne veut pas avancer. Et donc cette personne sera pauvre, entre guillemets, éternellement. Et du coup, on dit que la pauvreté, c'est éternel, mais que le fait d'être fauché, donc le fait de ne pas avoir d'argent à un moment T, parce que tu as 18 ans, tu rentres dans la vie active, ou 22, ou tu viens de finir tes études, tu rentres dans la vie active, à ce moment-là, tu es fauché parce que tu n'as rien. Mais tu as la mentalité potentiellement de quelqu'un qui veut aller plus loin. Et du coup, lorsqu'on dit de quelqu'un qui est passé de pauvre à riche, en général, on ne cite pas le mot pauvre, parce que pauvre, c'est plutôt du coup pour les personnes qui ont la mentalité, cette mentalité-là, et on dit plutôt que la personne est passée de fauché à riche. Et c'est vraiment une mentalité à avoir. On s'en fout que tu n'aies pas d'argent maintenant. Ce qui compte, c'est que tu aies la mentalité pour aller plus loin par la suite, si tu souhaites le faire, si tu as d'autres objectifs, etc. De toute façon, ça s'applique un petit peu pour tout. Tout ce que tu veux obtenir dans la vie, que ce soit financier ou pas, tu dois faire des choses pour essayer de les avoir. Et parfois, il faut se mouiller, parfois, il faut prendre des risques. Mais si tu saisis pas les opportunités, tu n'auras jamais rien. Si tu ne demandes pas, tu n'auras jamais rien. Il y a également une chose qui est très intéressante, c'est qu'on apprend le mieux, et notamment ceux qui sont kinesthésiques, il me semble que c'est ça le terme. Donc il y a ceux qui apprennent beaucoup avec l'auditif, il y en a d'autres qui sont visuels, et il y en a qui sont kinesthésiques. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. J'irai vérifier, ou alors vous me le direz en commentaire, mais en tout cas, c'est le fait de faire quelque chose pour l'apprendre le mieux. En fait, et ça s'applique vraiment beaucoup, beaucoup à moi. Lorsque je fais quelque chose, j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que lorsque je ne fais que l'entendre ou que le lire, par exemple. Et c'est d'ailleurs l'une des choses pour laquelle j'ai commencé le podcast, parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, par exemple, pendant ce livre-là, je suis en train de me le remémorer, alors que ce livre-là, je l'ai déjà fini depuis plus d'un mois, je suis en train de me le remémorer à travers tout ce que je suis en train de vous expliquer ici. J'ai dû faire un travail de recherche pour essayer de structurer toutes les idées les plus importantes que j'ai pu tirer de ce livre. J'ai créé des histoires pour essayer que vous visualisiez mieux, du coup, tout ce que j'explique. Et je le réexplique et je resynthétise tout ce que j'ai appris et je me le répète également à moi-même. Et par la suite, j'écoute même les podcasts et ça me retape dans la gueule en me disant, allez, je réécoute ce que je dis moi-même et du coup, je me rappelle de quelque chose que j'ai appris, synthétisé, dit et réécouté. Donc, il y a tout un processus qui fait qu'en faisant les choses, vous apprenez le mieux. C'est la meilleure manière d'apprendre. Vous pouvez apprendre pendant 10 heures en vidéo à réparer une chaudière. En faisant 1 heure de vraie réparation de chaudière devant une chaudière, vous allez plus apprendre qu'en 10 heures de théorie. Chut, chut. Crunch, crunch, crunch. Alors, je vais vous raconter une autre histoire, du coup, par rapport à Hiroshi. Donc, Hiroshi, c'est un vieux monsieur qui parle à Aya. Donc, Aya, c'est la personnage la personnage dont on est censé s'identifier, du coup, dans cette histoire-là. Et Hiroshi, tous les jours, régulièrement, il va donner de l'eau à son petit bonsaï, à son petit arbre. Et tous les jours, il va donner de l'eau, donner de l'eau, donner de l'eau, donner de l'eau pour que l'arbre grandisse, 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 grandisse. Et à un moment donné, l'arbre va devenir suffisamment grand tout seul et il n'y aura plus besoin de donner de l'eau parce que l'arbre s'autosuffira. Et par la suite, cette même Aya, elle va croiser par hasard un ami de Robert Kiyosaki, parce qu'elle travaille chez Toyota. Il y a un ami de Robert Kiyosaki qui va acheter une Toyota Supra, du coup, à l'endroit où elle travaille. Et elle va lui demander comment vous avez fait pour avoir l'argent pour pouvoir réussir à acheter du coup cette Toyota Supra qui est une voiture assez prestigieuse. Et du coup, cet ami de Robert Kiyosaki va lui dire, eh bien, l'une des choses les plus importantes que tu dois faire, c'est lorsque tu reçois ton salaire, tu mets de côté, tu investis directement avant de payer Netflix.
Et c'est une sorte de morale qui est assez importante et que j'applique personnellement. C'est le fait qu'à chaque fois que je touche l'argent de mon salaire ou l'argent des prestations que je peux faire, je bloque l'argent, je l'investis, je le mets en crypto ou je le mets sur mon compte épargne pour du coup l'immobilier directement avant de faire l'argent pour toutes mes dépenses. Parce que il y a beaucoup de personnes, tu leur donnes 2 000 balles par mois. S'ils décident d'investir à la fin du mois, ils vont brûler, ils vont se retrouver avec 200 à la fin du mois. Alors que s'ils investissent directement 500, ils vont avoir leurs 500 et en fait, ils vont se dire, ok, j'ai 1 500 pour finir le mois, mais du coup, ils vont moins faire de dépenses inutiles, etc. Et du coup, c'est vraiment une manière super intelligente de gérer ses finances et je pense que c'est l'une des manières qui fonctionne le mieux vraiment lorsque vous avez votre paye, investissez directement et après essayez de vivre avec ce qui vous reste. Si jamais vous n'avez pas assez pour des choses nécessaires, vous vous reversez sur votre compte pour évidemment ne pas être dans la merde si vous avez besoin d'acheter de la bouffe ou des trucs importants. Mais en fait, le fait de savoir que vous avez 300 euros sur votre compte pour la dernière semaine ou 50, si vous avez 300, vous allez dépenser 200, si vous avez 50, vous allez dépenser les 50. Et dans ce ratio-là, d'office, vous allez pouvoir plus économiser et investir si vous investissez directement. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens à Aya, du coup, qui a vu l'histoire avec Hiroshi qui donne de l'eau avec le banzai, qui grandit et puis qui s'auto-suffit. Et elle a vu le gars qui est venu acheter la Toyota Supra qui lui a dit investis avant de payer Netflix. Elle va faire le lien entre les deux. Elle va se dire, ok, j'ai envie d'investir, j'ai envie de réussir à faire de l'argent avec mon argent, à créer des investissements, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais investir du coup dès que j'ai ma paye tous les mois et je vais essayer de faire un cercle vertueux où je vais faire des investissements qui vont faire des intérêts composés au fur et à mesure des années et petit à petit ça va grossir et s'autosuffire comme l'arbre. Parce que l'arbre, on l'arrose, il faut rajouter de l'argent pour investir au début parce que sinon ton investissement il te fait 50 balles par an, ça ne te sert pas à grand chose. Mais tu fais grossir, et à un moment, tu n'auras même plus besoin de continuer à investir dans tes biens immobiliers, dans tes actions en bourse, etc. Parce que la chose va s'autosuffire tellement tu l'as fait grossir en mettant de l'eau, et en investissant directement au début du mois. Et du coup, les leçons à tirer de cette histoire, c'est que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'accumuler des actifs. Donc des actifs, ce sont des investissements, ce sont des choses qui vous font rentrer de l'argent dans votre poche tous les mois, le plus passivement possible, donc des biens immobiliers, locatifs normaux, des actions en bourse, des intérêts composés sur des crypto-monnaies, etc. Donc le but, c'est d'avoir le plus d'actifs possible, donc de choses qui vous rapportent de l'argent, et le moins de passifs possible. Les passifs, c'est quoi? C'est des choses qui vous font sortir de l'argent tous les mois, notamment le prêt pour votre voiture, la maison que vous avez peut-être payée trop cher, vos abonnements Netflix, Disney+, Amazon, Spotify, Deezer, Apple, enfin vous avez pris tous les abonnements, tout ça c'est des abonnements qui vous retirent automatiquement de l'argent tous les mois. Le fait de faire pour 500 balles de soirée par mois alors que vous avez un salaire normal. Tout ça, c'est vraiment toutes des choses à bannir et idéalement récolter le plus d'actifs possible pour espérer grossir par la suite. Il y a quelque chose d'assez important, du coup, par rapport aux investissements. Il y a parfois des gens qui disent, notamment par rapport aux crypto-monnaies, comme quoi les investissements en crypto-monnaie, c'est du casino. Mais ce n'est pas du casino si vous savez ce que vous faites. C'est du casino si vous investissez sans vous être renseigné, sans avoir fait vos propres recherches sur les choses, que ce soit pour n'importe quel type d'investissement. Voilà, le problème avec, du coup, par rapport euh, à son père pauvre, c'est que il avait son père pauvre qui avait son salaire qui était consacré à plein de grosses dépenses fixes, notamment sa voiture, sa trop grosse maison parce qu'il voulait impressionner ses amis, ses grosses dépenses dans ses abonnements parce il a envie de binge-watcher tout le week-end. Alors que les riches, ils allouent leur salaire à investir dans des actifs avant et en minimisant les dépenses.
Donc, les personnes qui veulent essayer de devenir libres financièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de trouver une manière pour aller habiter aller louer un tout petit studio au départ pour essayer de dépenser le moins d'argent possible, essayer de vivre limite en dessous de ses moyens pour pouvoir investir plus. Il va acheter une bagnole d'occasion à 1000 balles, 2000 balles ou 3000 balles et il va rester avec cette voiture pendant 2 ou 3 ans, le temps de pouvoir investir, investir, investir. Il va retirer les abonnements qu'il n'utilise pas, Netflix, etc. Et du coup, au fur et à mesure, il va réussir à accumuler de plus en plus d'actifs, justement. Du coup, là, encore une fois, un autre point de vue qu'on se fait prendre, c'est que si tu veux une grosse maison, comme ben, le père biologique de Robert Kiyosaki, si tu veux une grosse maison, si tu l'achètes directement, après tu seras dans la merde parce que tu peux pas investir et tu vas rester entre guillemets bloqué ou tu vas avoir plus de mal à être libre. Alors que si tu achètes d'abord les actifs pour pouvoir faire grossir ton capital et par la suite acheter la grosse maison, ça va être beaucoup plus tranquille et tu seras beaucoup mieux. Donc, ce qui est important, c'est d'investir d'abord dans les actifs pour pouvoir après avoir les dépenses un petit peu passives que tu veux. Il y a beaucoup de gens, ben, leur objectif lorsqu'ils gagnent de l'argent, c'est de pouvoir dépenser dans leur passion, dans des choses qu'ils aiment, etc. Mais achète d'abord les actifs et puis dépense dans tes passions. Voilà, j'ai déjà expliqué le fait que les investissements sont comme un arbre, vous devez les entretenir, puis un jour vous n'avez plus rien à faire parce que les choses vont s'autosuffire au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que vous aurez ajouté du capital. Alors aujourd'hui, l'information et la richesse, c'est celui qui détient l'information la plus opportune, possède la richesse. Par exemple, dans les crypto-monnaies, si vous avez 5 jours avant tout le monde l'information comme quoi il y a une grosse boîte qui va racheter une certaine crypto, il y a beaucoup de chances que la crypto monte juste après l'achat, juste après l'annonce de l'achat par la grosse boîte. Si Amazon rachète Elrond par exemple, il y a peu de probabilité que ça arrive, mais ça peut arriver. Amazon, c'est une trop grosse boîte, elle a tendance à faire beaucoup de chiffres tout le temps. Elrond, c'est une crypto qui est prometteuse. Si tu as l'info 5 jours avant que l'un va racheter l'autre et que tu es bien informé et que tu as toutes les informations, tu peux investir beaucoup d'argent dans Elrond, ça va monter, tu vends. Et en fait, l'exemple de cette phrase, c'est que il faut tout le temps que tu ailles chercher les nouvelles informations, les nouvelles news, pas forcément les news inutiles du genre Ronaldo a signé à Al Nasser, ok c'est marrant, mais ça, à part si justement tu investis dans Al Nasser juste avant que Ronaldo te rentre dedans, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Ce qui est important, c'est d'essayer de toujours être informé sur les meilleures opportunités à avoir, parce que si vous êtes informé sur les meilleures opportunités à avoir, vous pouvez saisir justement ces opportunités-là. Et une phrase très importante qu'il a dit également, du coup, Robert Kiyosaki, c'est You become what you study. Tu deviens ce que tu étudies, tu deviens ce que tu apprends, tu deviens ce que tu emmagasines dans ta tête. Le bien le plus puissant que nous possédons tous est notre esprit. S'il est bien formé, il peut créer une richesse énorme. Donc l'une des choses les plus importantes lorsque tu essaies de te développer, d'aller loin, de faire plein de choses, c'est de d'abord développer ton cerveau, d'abord développer ta capacité, d'abord développer tout ce qu'il y a dans ta tête, acheter des livres, acheter des formations, euh, écouter des podcasts, apprendre plein de choses, aller networker, aller parler à des gens qui en connaissent plus sur un sujet que toi pour essayer d'absorber leurs connaissances et de savoir plus de choses. Comme je disais avant par rapport aux opportunités, les personnes qui ne sont pas informées ne savent pas prendre les bonnes décisions. Et lorsque tu as peu d'argent au début, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est d'essayer d'en apprendre le plus possible sur le plus de sujets qui t'intéressent possible pour pouvoir après saisir les opportunités parce que tu as des connaissances qui sont utiles dans ces opportunités-là. Il y a également le Cone of Learning, donc il y a la page 35 du coup du bouquin de poche que j'ai en anglais, donc c'est à chaque fois une page différente, mais il me semble, oui, il y a dans la version française également. Donc le Cone of Learning, c'est le ratio de ce qu'on retient. Donc on retient 90% des choses qu'on dit et qu'on fait, on retient 50% des choses qu'on voit et qu'on entend, dont 30% de ce qu'on voit et 20% de ce qu'on entend.
et on retient 10% de ce qu'on lit. Vous allez me dire, pourquoi tu veux que je lise des livres alors que je retiens que 10% de ce que je lis? Parce que tu vas retenir les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes du livre de Rich Dad Poor Dad, je te les ai résumées dans ce podcast-ci. Mais j'ai dû lire tout le livre, j'ai regardé un petit peu les choses qui me paraissaient les plus intéressantes et je les ai notées. Et par la suite, j'ai fait une synthèse, etc. Pourquoi est-ce que je fais ces podcasts? C'est également pour ce ratio-là. Tu retiens 90% de ce que tu fais et de ce que tu dis. Et là, je viens de faire un podcast, je viens de m'exprimer, je viens de faire quelque chose par rapport à ce que j'ai appris préalablement. Et donc, je vais beaucoup, beaucoup mieux retenir toutes les informations que quelqu'un qui a juste lu le livre en va-vite et après qu'il a posé sur son armoire et qui ne le touche plus par la suite. Toujours de plus en plus se renseigner, toujours aller de plus en plus loin pour créer des choses et retenir les informations importantes dans ta tête parce que tu deviens ce que tu apprends et donc apprends les choses mais apprends-les bien, emmagasine-les bien. Le fait de savoir toutes les statistiques que je viens de te citer par rapport à ce que tu retiens, c'est assez important parce que comme ça, tu peux voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi, voir également si tu es auditif, visuel ou kinesthésique, comme j'avais dit, je suis plus sûr que c'est ça, dites-le moi en commentaire si ce n'est pas ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, c'était un épisode des cercles vertueux par Scoliostomie, c'est ciao!